Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de 3 questions sûres. On s'intéresse cette semaine au volet social de la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Alors l'intitulé de ce texte n'est pas des plus attirants et pourtant cette loi contient des mesures très concrètes, en particulier en matière sociale, qui intéresseront directement les services RH et certains paramétrages de paye. Le but est de mettre certains points de notre droit français en conformité avec 2 directives européennes du 20 juin 2019, l'une sur des conditions de travail transparentes et prévisibles et l'autre sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. Avec nous, Nicolas Raymond, directeur de la rédaction sociale du groupe Revue Fiduciaire, pour répondre à une série de 3 questions sur les apports de cette loi. Bonjour Nicolas. Bonjour Marianne. Alors Nicolas, je vous propose de démarrer avec la question de Coralie, service RH, qui nous dit « J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait du neuf sur les périodes d'essai. Qu'est-ce qui change exactement et à partir de quand ?» Alors, lorsque les employeurs insèrent une clause de période d'essai dans un contrat de travail, il faut bien entendu respecter les durées maximales autorisées par le Code du travail. Je vais les rappeler rapidement. Pour un CDI, la durée maximale est de 2 mois pour un ouvrier ou un employé, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et enfin 4 mois au plus pour les cadres. S'il y a lieu, Marianne, il faut savoir qu'il faut également respecter les durées maximales plus courtes qui sont prévues par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008. Très bien. Mais il existe aussi une autre dérogation. Enfin, elle existe encore, alors je vous parle, Marianne, et c'est là que la loi va intervenir. Aujourd'hui, l'employeur peut aussi se référer aux durées maximales de période d'essai plus longues que celles prévues par le Code du travail, dès lors qu'elles résultent d'accords de branche conclus avant le 26 juin 2008. Eh bien, c'est cette dernière dérogation que la loi supprime, donc pour se mettre en conformité avec le droit européen, mais avec une date d'effet décalée de 6 mois, ce qui fait qu'au total, la mesure va entrer en vigueur le 9 septembre 2023. À partir de cette date, il ne sera plus possible de déroger à la hausse aux durées maximales prévues par le Code du travail. Et puis, bien entendu, comme aujourd'hui, on ne pourra toujours pas déroger non plus aux durées maximales plus courtes prévues par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008. Très bien. Alors pour finir tout de même, je rappellerai Marianne qu'on peut quand même renouveler les périodes d'essai. Voilà. Alors pour ça, il y a un certain nombre de conditions, puisqu'il faut à la fois que la possibilité de renouvellement soit prévue à la fois par un accord de branche étendue, ou alors une convention collective nationale étendue, et que cette possibilité soit également prévue dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail signé avec le salarié. Et alors là, on peut tout de même aller assez loin, puisque renouvellement compris, le Code du travail permet tout de même d'aller jusqu'à 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, et enfin 8 mois pour les cadres. Ce qui fait qu'on voit quand même que la durée des périodes d'essai peut durer assez longtemps. Très bien, merci Nicolas. On s'intéresse maintenant au congé avec la question d'Aurore, chargée de mission RH, la voici. Je sais que le congé parental d'éducation pose certaines difficultés au regard du droit européen. Est-ce que les choses ont évolué? Y a-t-il d'autres changements en matière de congé, Nicolas? Alors oui, Marianne, Aurore a raison. Il y a du changement en matière de congé et ces différentes mesures dont je vais vous parler sont entrées en vigueur le 11 mars 2023, c'est-à-dire le lendemain de la publication de la loi au journal officiel. Alors je vais commencer par le congé parental d'éducation, c'est la première partie de la question, après tout c'est logique. Alors il y a du nouveau déjà du côté des bénéficiaires du congé parental. Jusqu'à présent, un salarié ou une salariée, puisque le congé est ouvert aux 2 sexes, un salarié devait avoir donc 1 an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer en cas d'adoption pour pouvoir bénéficier du congé. Et à la lettre, cette règle conduisait mécaniquement à considérer qu'un salarié sans emploi ou n'ayant pas l'ancienneté requise au moment de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant, finalement n'avait pas droit au congé parental. Pour remédier à cette difficulté, la loi a déconnecté l'appréciation de la condition d'ancienneté requise, 1 an, ça ne change pas, donc elle l'a déconnecté de la date de naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant en cas d'adoption. Donc désormais, le congé parental est officiellement ouvert, quelle que soit finalement la date d'obtention de l'ancienneté requise, et donc y compris si le salarié acquiert cette année d'ancienneté, donc
après la date de naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer, donc toujours en cas d'adoption. Alors, pour la petite histoire, cette évolution vise à prendre en compte une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue à propos du droit luxembourgeois. Et selon cette jurisprudence, on ne peut pas refuser un congé parental à un travailleur ayant l'ancienneté requise, mais qui n'était pas dans l'emploi, dans une relation de travail au moment de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant. Pour la Cour de justice, cette corrélation, finalement, était contraire à la directive européenne sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. D'autres changements à nous signaler sur le congé parental, Nicolas ? Oui, il est maintenant expressément indiqué dans le Code du travail que le salarié en congé parental conserve le bénéfice des droits acquis avant le début de son congé. Et si on se reporte finalement au rapport parlementaire, ça va avoir une conséquence très concrète, puisque ça veut dire tout simplement maintenant que ça règle la question du sort des congés payés qui ont été acquis par le salarié avant le début de son congé parental. Maintenant, il est certain qu'on ne peut plus les considérer comme perdus. On sait qu'en la matière, la jurisprudence, les juristes savent qu'en la matière, la jurisprudence européenne considère depuis une décision d'avril 2010, finalement, qu'un salarié en congé parental a droit au report de ses congés payés. C'est une décision qui avait été rendue à propos de la législation autrichienne. Et jusqu'à présent, en fait, on avait en France, en fait, la Cour de cassation n'avait pas eu l'occasion de rendre une décision de principe en la matière, reprenant finalement cette position européenne. Donc on était dans une espèce de flou, d'autant que d'anciennes décisions de jurisprudence française concluaient plutôt à la perte des droits à congés payés. Donc là, maintenant, la question est réglée, le salarié va conserver ses congés payés. Et concernant les congés en général, d'autres changements à nous signaler ? Oui, il y a quelques autres changements. Et je vais commencer donc par le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Là, trois nouveautés à signaler. La première, le Code du travail précise désormais expressément que le congé de paternité est assimilé à du temps de travail effectif pour l'ancienneté. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas, ce qui fait que les entreprises pouvaient, somme toute, avoir un peu la pratique qu'elles voulaient. Deuxièmement, on nous indique également, un peu comme pour le congé parental, même si ça a moins de conséquences pratiques, que le salarié conserve également les droits acquis avant le début de son congé de paternité. Et enfin, une troisième nouveauté à signaler en matière d'épargne salariale, pour la participation au résultat, puisque maintenant, le Code du travail indique que la durée du congé de paternité est assimilée à une durée de présence pour la répartition de la réserve spéciale de participation. Alors, à mon sens, il faudra encore un petit décret pour mettre le Code du travail en conformité dans l'hypothèse d'une répartition proportionnelle au salaire, mais voilà, le principe, en fait, est acquis. Et enfin, dernière nouveauté de cette loi, alors cette fois-ci qui concerne le congé de présence parentale, où là aussi on inscrit dans le Code du travail le principe de conservation des droits acquis avant le début du congé. Merci pour toutes ces précisions, Nicolas. On termine avec la question de Céline, chargée de recrutement. Elle nous dit « J'ai lu que la loi renforce les obligations d'information envers les salariés. Est-ce déjà en vigueur ?» Alors la loi contient effectivement des dispositions visant à renforcer l'information des salariés en fait, sur la relation de travail. Alors déjà, il y a une première chose, on a un nouvel article du Code du travail qui précise que l'employeur devra remettre aux salariés un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail. Alors vous me direz donc de quelle information s'agit-il ? Eh bien on ne le sait pas encore précisément, puisque la liste des informations devant figurer dans ces documents écrits sera fixée par décret, certainement en s'appuyant sur la directive européenne relative à des conditions de travail prévisibles et transparentes. Donc là, ici, tout va dépendre du décret à paraître, tant pour les éléments à transmettre que du timing à respecter. D'accord. Alors, autre nouveauté à avoir en tête, Marianne, c'est qu'à partir de 6 mois, alors cette fois-ci c'est plutôt sur les contrats précaires, donc à partir de 6 mois d'ancienneté continue, un salarié en CDD aura le droit de demander à être informé sur les postes en CDI à pourvoir au sein de l'entreprise. On a une mesure tout à fait analogue prévue en faveur des intérimaires, mais cette fois-ci par rapport au poste à CDI à pourvoir dans l'entreprise utilisatrice. Et là, sur ces deux points, on aura encore besoin d'un décret. Et quant à la dernière partie de la question de Céline, donc sur l'entrée en vigueur, là, vous l'aurez compris Marianne, à chaque fois il faudra des textes d'application, donc à l'heure où je vous parle, on est le 16 mars, eh bien ce pan de la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne n'est pas encore en vigueur, puisque tout ça est tributaire de décrets d'application à paraître. Très bien, merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations. On va donc guetter l'apparition des décrets et puis vous reviendrez certainement les décrypter pour nous. Sans doute. Merci Marianne.
C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour aller plus loin sur la loi du 9 mars 2023 et ses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, je vous invite à consulter, alors côté social, l'ARF Social 239 à paraître en avril, côté paye, l'ARF Paye 334 de mars, sans oublier le feuillet hebdo 3982 du 23 mars 2023. Et puis bien sûr, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire pour profiter de l'expertise de nos rédactrices et rédacteurs en vidéo tout au long de l'année. En activant la petite cloche des notifications, vous êtes prévenus dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique à découvrir dans votre newsletter. Je vous souhaite une très agréable journée.